On dit que l'amour maternel est inconditionnel. On ne dit jamais ce qui arrive quand cet amour devient invisible. J'ai 67 ans. Mes mains sont rugueuses à cause de 40 ans passés à gérer une laverie automatique au cœur de Lyon. Ses doigts ont plié des milliers de feuilles, compté des pièces à n'en plus finir et essuyé des larmes que je pensais invisibles. Mais aujourd'hui, je veux vous raconter le jour où j'ai découvert que le silence n'est pas d'or, il est juste chair. Il y a 6 mois, mon fils Antoine m'a appelé. Pas pour me demander comment j'allais. Pas pour m'inviter à dîner le dimanche. Il m'a appelé parce qu'il avait besoin de quelque chose. Maman, dit-il d'une voix portant cette distance familière. Je vais me marier. J'aurais dû ressentir de la joie. Une joie pure, immense. Au lieu de cela, j'ai senti un frisson me gagner la poitrine. Parce que je connaissais Antoine. Je connaissais ce ton. Ce n'était pas un appel de célébration. C'était une transaction. À Isabelle? Demandai-je, même si je le savais déjà. La fille du banquier. Celui qui ne m'avait même pas regardé les rares fois où nous étions dans la même pièce. Oui. Et maman? Il marqua une pause. Cette pause. Elle dura 3 secondes, mais je sentis 40 ans de déception condensés dans ce silence. Nous avons besoin d'aide pour le mariage. De l'aide. Pas une invitation à partager son bonheur. Pas l'excitation de m'inclure dans cette étape importante. De l'aide. Quel genre d'aide, mon chéri? Une aide financière. La salle à elle seule coûte 80 000 euros. La famille d'Isabelle attend, ils attendent un certain niveau. 80 000 euros. J'ai rapidement calculé mentalement. C'était presque 3 ans de bénéfices pour ma laverie. 3 ans de levers matinaux, de nuits tardives et de mains calleuses. Je ne peux pas te demander de tout payer, continua-t-il, mais je pouvais entendre l'espoir filer dans ses mots. Peut-être juste, ce que tu peux gérer? Ce que je peux gérer. Comme si les économies de toute une vie étaient de la petite monnaie. J'ai regardé autour de moi dans mon petit appartement au-dessus de la laverie. Le même appartement où j'ai élevé Antoine après la mort de son père, alors qu'il avait 12 ans. Le même appartement où je faisais des doubles journées pendant qu'il étudiait, où je célébrais seul chaque petite victoire de son enfance, où je priais chaque soir pour être à la hauteur. Envoie-moi les détails, me suis-je entendu dire. Je verrai ce que je peux faire. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine pendant 1 heure. La même cuisine où Antoine faisait ses devoirs pendant que je pliais le linge. Où il me parlait de ses rêves de devenir un homme d'affaires prospère, de réussir sa vie. Où il me prenait dans ses bras et me disait que j'étais la personne la plus forte qu'il connaissait. Quand mon fils m'a-t-il serré dans ses bras pour la dernière fois? Je ne m'en souvenais plus. Les détails du mariage sont arrivés par email le lendemain. Pas un mot manuscrit. Pas même un appel téléphonique. Un email avec des pièces jointes comme si j'étais un prestataire. Château de Malmaison pour le lieu. Champagne Laurent Perrier. Fleur Dior. Un photographe dont le portfolio ressemblait à un article de Vogue. Un dîner 4 services conçu par un chef étoilé. Tout ce à quoi la famille d'Isabelle s'attendait. Tout ce qui me rendrait invisible. Mais au bas du mail, une seule ligne me fit bondir, liste des invités à suivre. J'ai attendu cette liste. J'ai attendu 2 semaines. Quand elle est enfin arrivée, mon nom n'y figurait pas. J'ai immédiatement appelé Antoine. Maman, il fallait que la liste des invités soit restreinte, m'a-t-il dit avant même que je puisse poser la question. C'est juste la famille proche et les amis proches. Je suis de la famille proche, Antoine. Je suis ta mère. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Finalement, il a soupiré. La famille d'Isabelle, ils ont certaines attentes. Ils ne comprennent pas vraiment notre situation. Notre situation. Comme si ma vie était un problème à gérer. Quelle situation, exactement? Tu vois ce que je veux dire, maman? Ils sont habitués à un certain environnement. Isabelle a peur que tu te sentes mal à l'aise. Mal à l'aise. Le mot a fait l'effet d'une gifle. Alors, je ne suis pas invitée au mariage de mon fils parce que je risquerais de mettre les autres mal à l'aise? Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment, Antoine? Une autre pause. Plus longue cette fois. Écoute, si tu veux contribuer au mariage, ce serait apprécié. Mais c'est peut-être mieux si tu n'y étais pas. Pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Pas pour moi. Pour le bien de tous. J'ai raccroché sans dire au revoir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai traversé mon appartement, touchant des objets. La photo de la remise de diplôme d'Antoine en école de commerce, celle où il sourit et où je suis à ses côtés, fière comme une mère. Le certificat de l'époque où il a créé son cabinet de conseil. Le petit cendrier en céramique qu'il m'a fabriqué en CE2 que je n'ai jamais utilisé mais que je n'ai jamais jeté. Je me suis arrêtée devant le miroir de ma chambre. J'ai regardé cette femme de 67 ans aux cheveux gris, aux rides du rire et aux mains qui racontent l'histoire d'un travail honnête. Quand étais-je devenu quelqu'un à cacher? Le lendemain matin, je suis allée à la banque. Je veux effectuer plusieurs virements, ai-je dit à Jean-Claude, mon conseiller financier qui m'avait aidé à gérer mes modestes économies pendant 15 ans. Bien sûr, Madame Dubois. Que aviez-vous en tête?
J'ai sorti la liste de mariage d'Antoine. Je veux payer tout ça. Jean-Claude a haussé les sourcils en parcourant le document. Madame, c'est une somme assez conséquente. En êtes-vous certaine? J'en étais certaine. Mais pas pour les raisons qu'il pensait. J'ai posé une condition, ai-je dit. Les paiements doivent être anonymes. Les fournisseurs doivent être informés uniquement que le paiement est garanti, et non de qui le garantit. C'est inhabituel. Mais certainement possible. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai financé en toute discrétion l'intégralité du mariage de mon fils. Le lieu, les fleurs, le photographe, l'orchestre, le champagne, le dîner de 7 plats, même la lune de miel aux Maldives. Chaque virement me donnait l'impression de m'arracher un morceau du cœur. Mais je l'ai fait. Parce que malgré tout, il restait mon fils. Parce que peut-être, même modestement, contribuer à son bonheur suffirait. Parce que l'amour n'a peut-être pas toujours besoin d'être visible pour être réel. Le mariage était prévu pour un samedi de juin. Je savais que je ne serais pas là, mais je me suis quand même retrouvée à choisir une tenue. J'avais une robe en soie bleu marine que j'avais achetée pour les funérailles de ma sœur 3 ans auparavant. Je ne l'avais plus portée depuis. Ce samedi matin-là, j'ai enfilé la robe. Je me suis coiffée. J'ai même mis du rouge à lèvres, chose que je faisais rarement maintenant. Je me suis dit que j'allais juste passer en voiture. Juste pour voir le château de loin. Juste pour être proche du bonheur de mon fils, même si je ne pouvais pas y participer. Ma petite fille Sophie m'a appelée pendant que je me préparais. Grand-mère, es-tu excitée par le mariage d'aujourd'hui? Sophie était la fille d'Antoine, issue de son premier mariage. 22 ans, étudiante en lettres à la Sorbonne. La seule personne de ma famille qui m'appelait encore régulièrement, qui semblait apprécier ma compagnie. Je n'y vais pas, ma chérie. Quoi? Pourquoi? Je n'arrivais pas à m'expliquer. C'est compliqué. Grand-mère, ça n'a pas de sens. Tu es sa mère. Bien sûr que tu y vas. Je n'étais pas invitée, Sophie. Le silence à l'autre bout du fil était différent de celui d'Antoine. C'était le choc. Une véritable confusion. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Mais, tu es sa mère. Tu es ma grand-mère. Comment peux-tu ne pas être invitée à son mariage? Je ne pouvais pas répondre à cette question. Je n'étais pas sûre de la comprendre moi-même. Je l'appelle tout de suite, dit Sophie, la voix serrée par la colère. Non, ma chérie. S'il te plaît. C'est son jour. Ne fais pas d'histoire. Grand-mère, c'est déjà des histoires. Après avoir raccroché, je suis restée 20 minutes dans ma voiture devant le château, à regarder les invités arriver. Des voitures de luxe. Des vêtements de marque. Des gens qui appartenaient à ce monde d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'allais partir quand je l'ai aperçu. Antoine se tenait à l'entrée, dans son smoking impeccable, accueillant les invités avec le même sourire charmeur qui illuminait ma cuisine quand il était petit. L'espace d'un instant, mon cœur s'est gonflé de fierté. Mon fils. Réussi, beau, sûr de lui. Puis je l'ai vu jeter un coup d'œil nerveux autour de lui, vérifiant son téléphone. Il semblait inquiet. J'aurais dû partir. J'aurais dû rentrer chez moi, retrouver mon appartement, mes souvenirs et mon silence. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à marcher vers l'entrée. Bonjour, Antoine. Il se retourna et je vis son visage alterner entre la surprise, la panique et quelque chose qui aurait pu être de la honte. Maman. Que fais-tu ici? Je voulais te souhaiter bonne chance. Il jeta un coup d'œil autour de lui, espérant visiblement que personne ne nous remarquerait en train de parler. Ce n'est pas, tu ne peux pas être ici. Je ne reste pas. Je voulais juste te voir. Le jour de ton mariage. Maman, s'il te plaît. Tu vas rendre les choses difficiles. Difficiles. J'ai encore prononcé ce mot. Je suis ta mère, Antoine. Je le sais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé. Quand était-il devenu cette personne? Quand son amour pour moi était-il devenu embarrassant? Tu as raison, ai-je dit doucement. Ce n'est pas le bon moment. Je me suis retournée pour m'éloigner, mais sa voix m'a arrêtée. Maman, attends. L'espoir me submergeait. Le paiement du donateur anonyme, il n'a pas encore été effectué. L'organisateur du mariage est inquiet. Tu sais quelque chose à ce sujet? Le paiement. Pas des excuses. Pas une invitation. Pas même un instant de reconnaissance du fait qu'il m'avait blessé. Il s'inquiétait du paiement. J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sincèrement. Je ne m'en ferai pas, mon chéri. Je suis sûre que tout se passera comme prévu. Je suis retournée à ma voiture sans me retourner. Le trajet dura 15 minutes. Je passais ces 15 minutes à penser aux 40 dernières années. À la laverie automatique qui était devenue mon univers à la mort du père d'Antoine. Aux nuits où je travaillais tard pour pouvoir lui payer ses fournitures scolaires. À la façon dont il courait vers moi quand il s'égratignait le genou, quand il faisait des cauchemars, quand le monde lui semblait trop grand et effrayant.
à la façon lente et silencieuse dont il commençait à s'éloigner en grandissant, à son univers qui s'étendait au-delà de notre petit appartement, à ses rencontres avec des gens qui lui faisaient honte de ses origines. Je me garai devant mon immeuble et levai les yeux vers les fenêtres de mon appartement. Chez moi. L'endroit où j'avais élevé un fils qui ne voulait plus de moi dans sa vie. Je montai lentement les escaliers, ouvris ma porte et m'assis à la table de la cuisine avec mon téléphone. Jean-Claude répondit à la deuxième sonnerie. Bonjour, Madame Dubois. Comment puis-je vous aider? Je dois annuler tous les paiements du mariage dont nous avons discuté. Les annuler? Mais madame, le mariage a lieu aujourd'hui. Les vendeurs vont. Je sais exactement ce qu'ils vont faire. Annuler les paiements immédiatement. Et Jean-Claude? Oui, je veux plutôt créer un fonds fiduciaire. Pour ma petite fille Sophie. Tout ce qui devait servir au mariage, tout servira à ses études. Il y eut un long silence. En êtes-vous certaine, madame? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Après avoir raccroché, je me suis préparé un café et je me suis assis près de ma fenêtre. Je voyais les gens marcher dans la rue, vivre leur vie normale du samedi. Aller au marché, retrouver des amis, savourer le bonheur ordinaire que je recherchais depuis si longtemps. Mon téléphone a sonné 30 minutes plus tard. Sophie. Grand-mère, je viens de parler à papa. Je n'arrive pas à croire qu'il ne t'ait pas invité. Je suis tellement en colère que j'en aurais envie. Ne sois pas en colère, ma chérie. Garde ton énergie pour de meilleures choses. Mais c'est terrible. C'est impardonnable. Beaucoup de choses sont impardonnables. Mais on les pardonne quand même, car c'est ça l'amour. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi calme. J'ai regardé autour de moi dans mon petit appartement. La vie que j'avais construite de mes propres mains. L'indépendance que j'avais gagnée grâce à des décennies de travail honnête. La dignité que personne ne pouvait me prendre à moins que je ne la donne. Parce que, ma petite Sophie, je viens de me rappeler quelque chose d'important. Quoi? Je me suis rappelé qui j'étais. Le chaos du mariage a commencé 2 heures plus tard. Sophie a appelé la première, riant malgré sa colère. Grand-mère, tu ne vas pas croire ce qui se passe au château. Dis-moi. Les traiteurs viennent de plier bagages et sont partis. Ils ont dit qu'il y avait un problème de paiement. Le fleuriste reprend tous les centres de table. Les invités sont là, perplexes. Papa a l'air d'être sur le point de faire une crise cardiaque. J'ai siroté mon café sans rien dire. Et écoute, les parents d'Isabelle sont furieux. Apparemment, ils se vantaient devant tout le monde que la famille du marié prenait en charge tous les frais. Ils ont l'air ridicules maintenant. C'est dommage. Grand-mère. La voix de Sophie devint suspicieuse. Tu n'as pas l'air surprise. N'est-ce pas? Le donateur anonyme qui était censé tout payer, c'était toi, n'est-ce pas? Je posai ma tasse de café et souris à mon reflet dans la vitrine. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que je te connais. Et parce que c'est exactement le genre de choses que tu ferais. Quel genre de choses? Le genre de choses qui apprend aux gens que l'amour n'est pas quelque chose qu'on peut tenir pour acquis. Mon téléphone sonna à nouveau 20 minutes plus tard. Antoine. Maman, il y a eu une erreur. Les paiements pour le mariage, ils ont été annulés. Les prestataires partent. Le directeur de l'hôtel dit qu'on a 15 minutes pour régler ça, sinon la réception est terminée. Ça a l'air stressant. Maman, j'ai besoin de ton aide. Je sais que tu as des relations dans la communauté. Peut-être connais-tu quelqu'un qui pourrait. Antoine. Oui? Tu voulais me demander autre chose d'abord? Silence. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Avant que tu me demandes de régler ton problème, as-tu autre chose à me dire? Plus de silence. J'entendais le chaos en arrière-plan. Des voix, de la confusion, le bruit du matériel qu'on déplace. Maman, ce n'est pas le moment pour. C'est exactement le moment, mon fils. C'est peut-être le seul moment. Je ne comprends pas. Le donateur anonyme qui a payé ton mariage. Tu veux savoir qui c'était? Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Il faut que... C'était moi, Antoine. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Quoi? J'ai tout payé. Le lieu, les fleurs, la nourriture, le groupe, le photographe. Ta lune de miel aux Maldives. Tout. C'est impossible. Tu n'as pas autant d'argent. J'avais toutes mes économies. J'avais l'argent que j'avais mis de côté pour ma retraite. J'avais 40 ans de travail quotidien pour pouvoir offrir à mon fils la vie que je pensais qu'il méritait. Maman. Et tu sais pourquoi j'ai tout annulé? Il ne répondit pas. Parce que ce matin, quand je suis venue te souhaiter un bon mariage, tu m'as regardé comme si j'étais quelque chose de honteux. Quelque chose à cacher. Tu m'as demandé de partir, non pas parce qu'il n'y avait pas de place pour moi, mais parce que tu étais gêné par moi. Ce n'est pas? Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que j'étais tellement occupée à essayer de gagner ton amour que j'en avais oublié que je le méritais déjà. Je l'ai entendu respirer à l'autre bout du fil. En arrière-plan, quelqu'un criait pour demander une confirmation de paiement. L'argent a disparu, Antoine. Il est dans un fonds fiduciaire pour les études supérieures de Sophie.
Parce qu'elle est la seule personne de cette famille à me traiter comme si j'étais importante. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas gâcher mon mariage parce que tu es blessé. Je ne gâche rien. Je choisis juste de ne pas payer pour ma propre humiliation. Maman, s'il te plaît. Je t'en supplie. Les invités, la famille d'Isabelle, tout le monde est là. Je serai ruinée. Tu t'es ruinée en décidant que ta mère n'était pas assez bien pour ta nouvelle vie. J'ai raccroché. L'appel suivant est arrivé 1 heure plus tard. Puis un autre. Puis un autre. Antoine a appelé 17 fois ce soir-là. Je n'ai répondu à aucune. Sophie a appelé vers minuit. Grand-mère, papa est venu chez moi. Il est dans un sale état. Le mariage a été complètement annulé. Isabelle est furieuse. Ses parents menacent d'annuler les fiançailles. Il veut savoir si tu vas reconsidérer ta décision. Que penses-tu que je devrais faire? Je pense que tu devrais passer une bonne nuit de sommeil et te réveiller demain en sachant que tu as enfin pris tes responsabilités. Et tu ne m'en veux pas? D'avoir gâché le mariage de ton père? Grand-mère, il a gâché son propre mariage dès qu'il a décidé que tu n'étais pas digne d'être là. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Dimanche matin, je préparais le petit déjeuner quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai su que c'était Antoine avant même d'ouvrir. Il avait une mine affreuse, chemise de smoking froissée, cheveux en bataille, yeux rouges de fatigue et de rage. Il faut qu'on parle. Bonjour, Antoine. Veux-tu un café? Il m'a bousculé pour entrer dans mon appartement, celui-là même où il avait grandi mais qu'il n'avait pas visité depuis plus d'1 an. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu gâcher le jour le plus important de ma vie? Je me suis servi un café et je me suis assise à la table de la cuisine. Assieds-toi, mon fils. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux que tu m'expliques comment tu as pu être aussi cruel. Cru. Après 40 ans de sacrifice, j'étais cruel. Je veux te raconter une histoire, dis-je calmement. Celle d'une femme de 27 ans dont le mari est mort dans un accident de voiture, la laissant avec un fils de 12 ans et une entreprise en faillite. Maman. Cette femme travaillait 16 heures par jour pour subvenir à ses besoins. Elle n'allait jamais au cinéma, ne s'achetait jamais de nouveaux vêtements, ne prenait jamais de vacances. Chaque franc qu'elle gagnait était consacré à l'éducation de son fils, à son équipement sportif, à ses voyages scolaires, à ses rêves. Le rythme d'Antoine ralentit. Cette femme était assise seule à chaque pièce de théâtre, à chaque match de foot, à chaque remise de diplôme, car elle n'avait plus de famille. Mais cela ne la dérangeait pas d'être seule, car elle n'était pas vraiment seule. Elle avait son fils. J'ai siroté mon café. Et puis un jour, son fils a grandi et a réussi. Et il a rencontré une femme d'un autre monde. Un monde où les mères travailleuses qui tiennent des laveries automatiques sont gênantes. Un monde où l'amour ne suffit pas s'il n'est pas accompagné du bon pédigré. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Quand avez-vous amené Isabelle chez moi pour la dernière fois? Quand avez-vous parlé de moi à vos collègues pour la dernière fois? Quand m'as-tu présenté à tes amis comme ta mère pour la dernière fois, avec fierté plutôt qu'avec des excuses? Il ne pouvait pas répondre. J'ai financé ton mariage en entier, Antoine. 87 000 €. Presque tout ce que j'avais au monde. Et tu sais ce que j'ai demandé en échange? Rien. Je n'ai pas demandé à l'organiser avec toi. Je n'ai pas demandé à être impliqué dans les décisions. Je n'ai même pas demandé de crédit. Je voulais juste être là. Je voulais m'asseoir au dernier rang et regarder mon fils se marier et avoir l'impression, l'espace d'une journée, de faire partie de ton bonheur plutôt que d'être quelque chose que tu devais surmonter. Des larmes coulaient sur son visage. Et quand je suis arrivée, quand je suis venue te souhaiter bonne chance, tu m'as regardée comme une étrangère. Non, pire qu'une étrangère. Tu m'as regardée comme si j'étais un problème. J'étais nerveuse. La pression de la famille d'Isabelle. Il y aura toujours de la pression, Antoine. Il y aura toujours quelqu'un dont l'approbation semblera plus importante que la mienne. La question est, quand vas-tu décider que l'amour de ta mère a de la valeur? Il s'est finalement affalé sur la chaise en face de moi. Je suis désolé, murmura-t-il. Je sais que tu le hais. Peux-tu me pardonner? J'ai regardé mon fils. Toujours beau, toujours aussi brillant, toujours le petit garçon qui m'aidait à plier les draps à la laverie. Toujours l'adolescent qui me serrait dans ses bras quand j'avais peur que nous ne puissions pas payer le loyer. Toujours mon enfant, malgré tout. Je t'ai pardonné avant même que tu me le demandes. Alors, tu m'aideras à ranger ça? J'ai tendu la main par-dessus la table et je lui ai pris la sienne. Antoine, je t'aimerai toujours. Tu seras toujours mon fils. Mais je ne paierai plus jamais pour être invisible dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent a disparu. Il est à Sophie maintenant, pour ses études. Ça veut dire que si tu veux une relation avec moi, il faut que ce soit une vraie relation. Pas une relation où je serai caché comme un secret honteux. Mais Isabelle, il faudra décider si elle t'aime assez pour accepter tes origines. Et tu devras décider si tu t'aimes assez pour ne plus en avoir honte. Il est resté 1 heure de plus. Nous avons parlé de choses dont nous aurions dû parler il y a des années. De la classe sociale, de la honte et de la façon dont le succès peut nous faire oublier qui nous a aidés à y parvenir.
De la différence entre grandir au-delà de ses circonstances et s'éloigner de ceux qui nous aiment. En partant, il m'a serré dans ses bras. Vraiment serré dans ses bras, comme il le faisait quand il était petit. Je ne sais pas si je peux arranger ça, maman. Alors ne fais rien. Recommence. Construis quelque chose de mieux. 2 mois plus tard, Sophie m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Grand-mère, papa et Isabelle ont rompu. Je suis désolée de l'apprendre. Et toi, l'es-tu? J'ai réfléchi à la question. Je suis désolée que ton père souffre. Mais je ne regrette pas qu'il soit libre de trouver quelqu'un qu'il aime tout entier, y compris ses origines. Il a demandé de tes nouvelles. Il veut dîner ensemble. Alors il sait où me trouver. 6 mois après le mariage, qui n'en était pas un, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, moi y compris. J'ai vendu la laverie. Pendant 40 ans, cette entreprise avait été mon identité, ma sécurité, ma prison. J'avais construit toute ma vie autour de ces machines à laver et de ces sèche-linges, de ces tonnes infinies de linge sale des autres. Mais j'avais 67 ans et j'avais de l'argent en banque grâce à cette vente. Pas une fortune, mais assez. Assez pour faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie d'adulte, assez pour choisir la suite. J'ai acheté un petit appartement à Aix-en-Provence. Près de l'université où Sophie terminait ses études supérieures grâce au fonds fiduciaire que j'avais créé avec l'argent du mariage d'Antoine. Je n'avais jamais vécu ailleurs qu'à Lyon. Je n'avais jamais été juste Marie au lieu de la mère d'Antoine ou de la lavandière. Je n'avais jamais eu le luxe de découvrir qui j'étais quand je n'étais pas définie par mes responsabilités envers les autres. C'était terrifiant. C'était grisant. Je me suis inscrite à des cours d'art au centre communautaire. L'aquarelle. J'étais nulle, mais j'adorais la sensation du pinceau dans mes mains, la façon dont les couleurs s'épanouissaient de manière imprévisible sur le papier. J'adorais m'asseoir dans le jardin avec mon chevalet, peindre le même olivier encore et encore, essayant de capturer les variations de lumière au fil de la journée. J'ai rejoint un club de lecture. 12 femmes âgées de 55 à 75 ans, toutes avides de conversation sur autre chose que nos enfants et petits-enfants. Nous lisions des romans d'écrivaines du monde entier. Nous buvions du vin et discutions des choix d'intrigue. Nous sommes devenus amis. J'ai commencé à faire de longues promenades tous les matins. Non pas par nécessité, ni par hâte d'ouvrir la laverie, mais par envie. Parce que j'étais curieuse du monde au-delà de mon petit coin de Lyon. Sophie me rendait visite régulièrement. Elle adorait mon nouvel appartement, elle adorait me voir heureuse comme elle ne l'avait jamais vue auparavant. « Grand-mère, tu es rayonnante », m'a-t-elle dit lors d'une visite. « Tu fais 10 ans de moins. Je me sens 10 ans plus jeune. Peut-être 20. Êtes-vous seule ? » J'ai réfléchi à la question. Je suis seule plus que jamais. Mais seule ? Non. Je ne pense pas être seule. Quelle est la différence ? Quand j'étais seule, j'étais entourée de gens qui avaient besoin de moi, mais qui ne me voyaient pas vraiment. Maintenant, je suis seule, mais je me vois clairement. Ce n'est pas la solitude. C'est juste le calme. Antoine m'a appelé pour mon anniversaire. La première fois depuis des mois. Maman, je veux venir te voir. Tu es la bienvenue ici quand tu veux. Je veux dire, je veux voir ta nouvelle vie. Je veux comprendre ce que tu as construit pour toi. Il est venu le week-end suivant. Je lui ai montré mon appartement, mes horribles aquarelles, le jardin où j'avais appris à cultiver des tomates et des herbes aromatiques. Je l'ai présenté à mes amis du club de lecture, qui l'ont accueilli poliment, mais avec une légère froideur qui suggérait qu'ils avaient entendu l'histoire du mariage. Nous avons dîné dans un petit bistrot près de l'université. Juste tous les deux, parlant comme des adultes pour la première fois depuis des années. « Je suis fier de toi », dit-il soudain. « Pourquoi ? Pour t'être choisi. Pour ne pas m'avoir laissé te réduire à un petit être. Tu ne m'as pas transformé en quelqu'un d'autre, Antoine. Je me suis laissé faire parce que je pensais que c'était ce qu'exigeait l'amour. J'avais tort. À propos du mariage, d'Isabelle, d'avoir honte de toi. J'avais tellement peur de prouver que j'appartenais à son monde que j'ai oublié que j'appartenais déjà à quelque part. Avec toi. Et maintenant ? Maintenant, j'essaie de trouver comment construire une vie qui ne m'oblige pas à cacher des parties de moi-même. Nous avons discuté jusqu'à la fermeture du restaurant. De son travail, qu'il était en train de reconsidérer. De la thérapie, qu'il avait commencé. De la possibilité qu'il déménage lui aussi en Provence, pour repartir à zéro dans un endroit où il pourrait être pleinement lui-même, au lieu de se contenter de ses réussites. Ce soir-là, en traversant mon appartement silencieux, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pendant des mois, j'avais attendu qu'Antoine s'excuse, qu'il me demande pardon, qu'il efface d'une manière ou d'une autre la douleur de cette journée au château. Mais je n'étais plus en colère. Je n'étais même pas déçue. J'étais simplement libre. Libre du travail épuisant consistant à essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui ne pouvait pas le donner librement. Libre de définir ma valeur par l'approbation des autres. Libre de l'histoire que je me racontais sur le sacrifice, l'altruisme et la noble souffrance de la maternité. J'étais juste Marie. 67 ans, j'apprenais à peindre,
Je lisais des livres stimulants, je me faisais des amis qui choisissaient ma compagnie par plaisir, et non par besoin de moi. C'était suffisant. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais suffisante, telle que j'étais. 1 an après mon arrivée en Provence, j'ai réservé une croisière en Grèce. Un rêve que je faisais depuis mon enfance, mais dont je n'avais jamais pu justifier la dépense. 3 semaines d'excursion d'île en île, d'histoire et de soleil, et le luxe de n'avoir nulle part où aller, si ce n'est là où j'étais. La veille de mon départ, Sophie est venue me dire au revoir. Je suis si fière de toi, grand-mère. Pourquoi cette fois-ci? Pour m'avoir montré à quoi ressemble un nouveau départ. Pour m'avoir prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. C'est bien ce que j'ai fait, n'est-ce pas? J'ai regardé autour de moi dans mon appartement. Les aquarelles qui s'amélioraient peu à peu. Les livres empilés partout, preuve de ma soif d'histoire et d'idées. Devant les photos de Sophie et moi en randonnée, à des cours de cuisine, au théâtre à Avignon. Une vie construite non pas autour de ce que les autres attendaient de moi, mais autour de ce qui me rendait heureuse. Je n'ai peut-être pas tout recommencé, me suis-je dit. Peut-être ai-je enfin commencé. La croisière a été tout ce que j'avais espéré, et même plus. J'ai rencontré des gens du monde entier. J'ai regardé des couchers de soleil depuis le pont du navire et des levers de soleil sur des ruines antiques. J'ai mangé des plats que je n'avais jamais goûtés, appris des expressions dans des langues que je n'avais jamais entendues, découvert des muscles dans mes jambes en escaladant les collines de Santorin. Le dernier soir de la croisière, debout sur le pont, je contemplais la Méditerranée. Une eau sombre s'étendait jusqu'à l'horizon, des étoiles se dispersaient comme si on avait jeté des diamants sur de la soie noire. J'ai repensé à la femme que j'avais été il y a 1 an. Assise dans son petit appartement au-dessus de la laverie, finançant un mariage auquel elle n'était pas invitée, aimant des gens qui ne la voyaient pas assez clairement pour l'aimer en retour. Je n'étais pas en colère contre cette femme. Elle avait fait de son mieux avec ce qu'elle savait à l'époque. Elle avait aimé profondément, même si cet amour n'était pas réciproque. Elle avait tout sacrifié pour le bonheur de son fils, même s'il n'appréciait pas ce cadeau. Mais j'étais heureuse de ne plus être elle. Mon téléphone vibra, un texto de Sophie. « Grand-mère, je serai diplômée le mois prochain. Seras-tu là ?» Je répondis, je ne raterai ça pour rien au monde. Un autre texto, celui d'Antoine. « Maman, je vois quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui, je pense, te plairait. Puis-je l'emmener te voir à ton retour ?» Je souris et écrivis, « J'adorerais. » La sirène du navire retentit, signalant notre approche du port final. Autour de moi, d'autres passagers rassemblaient leurs affaires, se préparant à débarquer, à reprendre leur vie normale. Mais je ne retournais à rien. J'arrivais. À 68 ans, j'arrivais enfin à la vie que j'étais censée vivre. La vie où je n'étais pas invisible. Où mon amour n'était pas tenu pour acquis. Où je comptais non pas pour ce que je pouvais apporter aux autres, mais simplement parce que j'existais. Alors que le navire entrait au port, je me suis fait une promesse. Je ne me rabaisserai plus jamais pour le confort d'autrui. Je ne financerai plus jamais mon propre effacement. Je ne confondrai plus jamais sacrifice personnel et amour. L'amour, le véritable amour, vous voit clairement et célèbre ce qu'il trouve. L'amour ne vous demande pas de vous cacher. L'amour ne vous oblige pas à le mériter par des dons incessants. L'amour, j'avais enfin appris, commence par s'aimer suffisamment pour exiger mieux. Et debout sur le pont de ce navire, regardant la côte grecque s'agrandir et se préciser à mesure que nous approchions, j'ai réalisé que je n'avais jamais été aussi prête à être aimée comme il se doit. Par ma petite fille, qui me voyait clairement. Par mon fils, qui apprenait à me voir clairement. Par les amis que je me faisais, qui choisissaient ma compagnie librement. Mais surtout, j'étais prête à être aimée par moi-même. La femme qui avait travaillé 16 heures par jour pour élever son fils. La femme qui avait sacrifié sa retraite pour son bonheur. La femme qui avait quitté ce château avec sa dignité intacte. La femme qui avait enfin appris que le silence n'est pas d'or. Il est juste cher. Et j'en avais assez de payer ce prix. 3 mois plus tard, je recevais une invitation par la poste. Du papier cartonné crème épais, une écriture élégante, mon nom soigneusement calligraphié. Marie Dubois est cordialement invitée au mariage d'Antoine Dubois et de Charlotte Moreau. Mais cette invitation était différente des détails du mariage que j'avais reçu 1 an plus tôt. Celle-ci était accompagnée d'un mot manuscrit au dos. Maman, je ne peux pas imaginer célébrer le jour le plus important de ma vie sans la personne la plus importante de ma vie. Charlotte est ravie de rencontrer la femme qui a élevé l'homme qu'elle aime. Me ferais-tu l'honneur de m'accompagner jusqu'à l'hôtel? Je pense que papa aurait voulu qu'on marche ensemble. Avec tout mon amour, Antoine. J'ai gardé l'invitation longtemps, me souvenant de la femme que j'étais quand le dernier faire-part de mariage n'était pas arrivé. Me souvenant à quel point j'avais désespérément voulu être incluse, comment j'avais financé ma propre exclusion par amour, par espoir et par la conviction que tout donné équivalait à être valorisé. Maintenant, en tenant cette invitation, je ressentais quelque chose de différent. Ni désespoir, ni gratitude, ni soulagement. Juste, de la paix. J'ai appelé Antoine ce soir-là.
J'ai reçu ton invitation. Et je suis honorée de te conduire à l'hôtel. Vraiment? Vraiment. Mais j'ai une condition. Je l'entendais se tendre. Laquelle? Je veux d'abord rencontrer Charlotte. Non pas pour l'approuver, ce n'est pas mon rôle. Mais parce que je veux connaître la femme qui aime mon fils, et je veux qu'elle me connaisse. Elle le veut aussi. Elle demande à te rencontrer depuis des semaines. Alors, on dîne le week-end prochain. Chez moi. Je cuisinerai. Maman, tu n'es pas obligée. Je le veux. Je veux l'accueillir comme il se doit dans notre famille. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon jardin tandis que le soleil se couchait sur la Provence. L'olivier que j'étais en train de peindre était maintenant chargé de fruits, ses feuilles vert argentées capturant les dernières lueurs du jour. Cette fois, il n'y aurait plus de secrets. Plus de paiements anonymes. Plus besoin de me cacher dans l'ombre du bonheur de mon fils. Cette fois, je serai exactement celle que j'étais. Marie Dubois, 68 ans, ancienne propriétaire de laverie automatique, étudiante en art, membre d'un club de lecture, grande voyageuse, grand-mère, mère. Une femme qui avait appris, peut-être plus tard qu'elle n'aurait dû, mais pas trop tard pour que cela ait de l'importance, que l'amour n'exige pas de disparaître. L'amour, le véritable amour, exige de se montrer pleinement. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à faire exactement cela. Le mariage était en petit comité, célébré dans le jardin familial de Charlotte à Avignon. 50 invités avaient sincèrement envie d'être présents, célébrant 2 personnes qui souhaitaient sincèrement partager leur joie. Je portais une robe que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, pas un bleu marine de deuil, mais un rose tendre qui mettait mes cheveux gris en valeur, plutôt que fatiguée. Sophie m'a aidée à la choisir, et quand je l'ai enfilée, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu non pas quelqu'un cherchant à se rendre invisible, mais quelqu'un célébrant sa propre vie aux côtés de celle de son fils. Conduire Antoine à l'hôtel a été l'un des moments les plus marquants de ma vie. Non pas parce que j'étais enfin acceptée, mais parce que j'étais acceptée telle que je suis. Totalement, complètement, sans excuse ni explication. La famille de Charlotte m'a accueillie chaleureusement. Non pas par obligation ou par gêne, mais comme la mère d'Antoine ou une personne digne d'être connue. Pendant la réception, Antoine a prononcé un discours qui m'a fait pleurer. Ma mère m'a appris que l'amour, c'est être présent, dit-il d'une voix ferme, mais ses yeux trouvant les miens à travers le jardin. Elle a été présente tous les jours de mon enfance, même quand c'était difficile. Elle a été présente quand j'avais besoin d'elle, même quand je ne le méritais pas. Et elle m'a appris la plus grande leçon de ma vie en refusant de me montrer quand j'essayais de la rendre invisible. Il marqua une pause, et je vis Charlotte lui serrer la main pour l'encourager. L'année dernière, j'ai commis la pire erreur de ma vie. J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur de la vie que je pensais vouloir que j'ai rejeté la personne qui la rendait possible. J'avais tellement peur d'impressionner des gens qui ne me connaissaient pas vraiment que j'ai blessé la personne qui me connaissait le mieux. Le jardin était complètement silencieux, à l'exception du chant des cigales dans la lavande. Maman, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Mais je peux te promettre une chose, je n'aurai plus jamais honte de mes origines. Je ne traiterai plus jamais ton amour comme si c'était quelque chose que je devais surmonter. Et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne des sacrifices que tu as faits et de la grâce dont tu m'as fait preuve quand je ne le méritais pas. Il leva son verre. À ma mère, Marie Dubois, qui m'a appris que la vraie force ne consiste pas à prouver qu'on a sa place quelque part. Il s'agit de savoir qu'on a sa place partout, tel qu'on est. The applause was long and genuine. But what mattered most to me was the look in my son's eyes. No shame. No apology for who he was. Just love. Clear, uncomplicated love. Late that evening, as the celebration wound down, Charlotte found me sitting in the garden, watching the stars appear one by one in the darkening sky. May I join you? Of course, ma chérie. She settled beside me on the bench, her wedding dress pulling around her like cream-colored clouds. Antoine told me about last year. About what happened with his first wedding. He nodded but didn't say anything. I want you to know something, she continued. When he first told me about you, about how you raised him alone, about Lodroma, about how hard you worked, he fell in love with him a little more. Because he could see where his strength came from. He is a good man. He is now. He told me he wasn't always. He told me he had to learn how to be proud of his story instead of ashamed of it. We sat in comfortable silence for a moment. I hope you know, Charlotte said finally, that you'll never have to earn your place in this family. You already have it, just by being who you are. Thank you, ma chérie. That means more than you know. And I hope you know that any children we have will know their grand-mère Marie. They'll know about the Lodroma and the night shift and the way you painted their grandfather's portrait from memory so their father would never forget his face. They'll know they come from people who work hard and love deeply and never give up. I reached over and took her hand. They'll be lucky children. They'll be loved children. By all of us. I drove home to Provence that night,
He talked about the difference between the two weddings. Not just the obvious difference, the inclusion versus exclusion, the honesty versus secrecy. But the deeper difference. At the first wedding that never happened, he had been trying to buy my way into my son's life. Trying to purchase love with sacrifice, to IRN belonging through Jiva. At this wedding, he was simply present. Fully myself, contributing not money but presence, not desperation but joy. The difference wasn't in what he gave. The difference was in knowing he deserved to be there. Simon Tlaté, Sophie graduated from the Sorbonne with her master's degree in literature. The ceremony was held in the grand amphitheater of the university, hundreds of graduates in their cap and gowns, pro family via every seat. He sat in the front row, wearing a bright yellow dress that made me feel like sunshine. Antoine and Charlotte sat beside me, Antoine's arm around my shoulder as we watched Sophie cross a stage to accept her diploma. Grand-mère, Sophie had said when she called to invite me, this is only happening because of you. Because of a trust fund, yes, but more than that. Because you showed me what it looked like to value yourself enough to demand better. After the ceremony, we went to dinner at Sophie's favorite restaurant near the Panthéon. 4 generations of our family, me, Antoine, Charlotte, and Sophie, celebrating not just an achievement but the bond we rebuilt stronger than before. Et avant announcement, Sophie said we raised our glass in celebration. More school? Antoine asked, grinning. Actually, yes. But not for me. She looked directly at me. Grand-mère, I've been accepted to a doctoral program at the University of Provence. I'll be moving to Aix-en-Provence in the fall. Sophie, that is wonderful. But you don't have to. I'm not moving there for you, she interrupted gently. I'm moving there for me. Because watching you build a new life at 67 taught me that it's never too late to choose the life you actually want instead of a life you think you should want. She paused, smiling at all of us. But he won't tell you. The fact that I'll be near my grandmère, who makes the best ratatouille in France and give the best advice in the world, is definitely a bonus. That night, lying in my bed in Provence, he talked about the strange mathematics of love. For so many years, he had operated under the assumption that love was about subtraction, taking away pieces of yourself to make room for other people's need. Making yourself smaller so others could feel bigger. Jiva until you disappeared. But he learned something in these past 2 years. Real love is about addition. It add to your life instead of subtracting from it. It make you more yourself, not less. It multiply joy instead of dividing it. A love he had with Sophie, the love he was rebuilding with Antoine, a friendship he was developing with Charlotte, none of it required me to diminish myself. All of it celebrated who he was, Skaren Strand Alik. He talked about the woman he'd been 2 years ago, sitting in her small apartment above the Lodroma, funding a wedding she wasn't invited to. That woman had loved deeply, but she hadn't loved Weasley. She had given everything but hadn't known her own worth. Je n'étais plus en colère contre elle. Je lui étais reconnaissante. Parce que son point de rupture était devenu ma percée. Son refus d'accepter l'invisibilité était devenu mon chemin vers la visibilité. Sa douleur était devenue ma force. 1 an plus tard, j'ai reçu un autre appel qui a tout changé. Grand-mère? C'est Sophie. J'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises nouvelles? La meilleure nouvelle. Je suis fiancée. Je me suis assise avec précaution, le cœur gonflé de joie. Dis-moi tout. Il s'appelle David. Il est professeur dans mon programme, spécialisé en littérature française médiévale. Il est gentil et brillant et il me fait rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Et grand-mère? Oui, il t'aime déjà. Je lui ai raconté tellement d'histoires sur toi qu'il dit avoir l'impression de te connaître. Il veut te rencontrer en vrai, veut te demander ta bénédiction. Ma bénédiction n'est pas obligatoire, ma chérie. Mais elle est donnée gratuitement. Il y a plus. Nous voulons nous marier en Provence. Dans ton jardin, si tu nous le permets. Un petit coin de paradis, avec les personnes qui comptent le plus pour moi. Je regardais par la fenêtre le jardin que j'entretenais depuis 3 ans. L'olivier chargé de fruits, les buissons de lavande bourdonnant d'abeilles, les tomates qui poussaient sur leurs pieds, grosses et rouges. L'espace où j'avais appris à peindre, à lire, à être seule sans être seule. Je ne vois rien qui me rendrait plus heureuse. Et grand-mère? Je veux que tu célèbres la cérémonie. J'ai fait des recherches, tu peux obtenir une certification en ligne. Veux-tu nous marier? Ma gorge se serra d'émotion. Es-tu sûre? C'est toi qui m'as appris à aimer. Avec qui d'autre voudrais-je nous marier? Le mariage était prévu pour le printemps suivant. 6 mois de préparation, mais pas le genre de planification frénétique qui avait caractérisé la première tentative d'Antoine. C'était une planification joyeuse, collaborative, où chaque décision était prise avec amour plutôt qu'avec anxiété. Sophie et David venaient régulièrement me rendre visite, apportant des échantillons de tissus,
des idées de fleurs et leur joie contagieuse. Charlotte m'a aidé à la décoration, son sens de la beauté transformant mon simple jardin en un lieu magique. Même Antoine s'est impliqué, construisant une arche pour la cérémonie et installant des guirlandes lumineuses dans l'olivier. La veille du mariage, alors que nous étions assis dans le jardin pour revoir la cérémonie une dernière fois, Sophie m'a pris la main. « Grand-mère, il faut que je te dise quelque chose. »« Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Quand j'étais petite, après le divorce de mes parents, je craignais que l'amour ne soit pas réel. Que tous les contes de fées étaient des mensonges, que les gens fassent semblant de se soucier l'un de l'autre jusqu'à ce que cela devienne trop difficile. Je lui ai serré la main. Mais en t'observant ces dernières années, en voyant comment tu aimais papa même quand il ne pouvait pas t'aimer comme il le fallait, en voyant comment tu t'aimais suffisamment pour exiger mieux, tu m'as appris que l'amour est réel. C'est juste plus compliqué que ce que disent les contes de fées. Comment ça? L'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous complète. Il s'agit de trouver quelqu'un qui célèbre la personne que vous êtes déjà dans son intégralité. Et de devenir quelqu'un qui puisse la célébrer de la même manière. Le jour du mariage s'est levé clair et chaud, ce genre de matin de printemps parfait qui vous fait croire que le monde est fondamentalement bon. Sophie était radieuse dans une simple robe blanche qui laissait transparaître sa personnalité. David ne cessait de sourire, sa joie si sincère qu'elle était contagieuse. Debout devant eux dans mon jardin, entouré de ceux que nous aimions le plus, j'ai réalisé que j'allais célébrer la cérémonie la plus importante de ma vie. Non seulement marier deux jeunes gens qui s'adoraient, mais consacrer tout ce que j'avais appris sur l'amour ces dernières années. Chers amis, ai-je commencé d'une voix ferme, nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour voir Sophie et David se promettre de s'aimer, mais pour célébrer l'amour qui existe déjà entre eux et entre nous tous. J'ai regardé le petit groupe, Antoine et Charlotte, la mère de Sophie, les parents de David, une poignée d'amis proches. Des gens qui avaient choisi d'être là, qui voulaient partager cette joie. L'amour, ai-je poursuivi, ne consiste pas à se rabaisser pour que l'autre se sente plus grand. L'amour ne consiste pas à gagner sa place dans la vie de quelqu'un par le sacrifice et le silence. L'amour ne consiste pas à financer sa propre invisibilité. J'ai vu les yeux d'Antoine se remplir de larmes et je lui ai souri avec un pardon total. Le véritable amour vous voit clairement et célèbre ce qu'il découvre. Le véritable amour vous demande de vous montrer pleinement, de ne pas cacher les parties de vous-même qui semblent gênantes. Le véritable amour multiplie la joie au lieu de la diviser. Je me suis tournée vers Sophie et David, ces deux jeunes gens qui avaient toute la vie devant eux. Sophie et David, vous êtes ici aujourd'hui non pas parce que vous avez besoin l'un de l'autre pour être complet, mais parce que vous choisissez l'un l'autre chaque jour. Vous choisissez de célébrer les rêves de l'autre. Vous choisissez de vous soutenir mutuellement dans votre croissance. Vous choisissez de construire une vie ensemble qui vous rende tout de plus vous-même, et non moi. Les vœux qu'ils ont échangés étaient personnels et magnifiques, des promesses non seulement de s'aimer, mais aussi de s'aimer suffisamment pour être digne de cet amour. Alors que je les ai mariés, tandis qu'ils s'embrassaient sous l'olivier que je peignais depuis 3 ans, tandis que tout le monde applaudissait, riait et versait des larmes de joie, j'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine. La paix. Une paix totale et profonde. À 70 ans, j'ai enfin compris ce que j'avais recherché toute ma vie d'adulte. Ne pas être nécessaire. Ne pas être indispensable. Ne pas mériter l'amour en donnant sans cesse. Mais être vu. Être valorisé. Être choisi non pas pour ce que je pouvais offrir, mais pour qui j'étais. Avoir de l'importance, simplement en existant. Ce soir-là, après le départ du dernier invité et la vaisselle lavée et rangée, je me suis assise dans mon jardin avec une tasse de thé, contemplant les guirlandes lumineuses qui scintillaient encore dans l'olivier. Mon téléphone a vibré, un SMS de Sophie m'a contacté. « Grand-mère, merci de nous avoir offert le mariage le plus parfait. Mais plus que ça, merci de nous avoir montré à quoi ressemble le véritable amour. Je t'aime. » Un autre texto d'Antoine. « Maman, te regarder aujourd'hui, voir comme tu es heureuse, comme nous sommes tous fiers de toi, je comprends enfin ce que j'ai failli perdre. Je t'aime plus que je ne peux le dire. » Et enfin, un texto de Charlotte. « Marie, merci d'avoir élevé l'homme que j'aime et d'être devenue la mère que je n'ai jamais eue. Nos enfants auront tellement de chance de t'avoir comme grand-mère. » J'ai posé mon téléphone et levé les yeux vers les étoiles, les mêmes étoiles que j'avais observées depuis le pont de ce bateau de croisière il y a des années, quand je commençais tout juste à comprendre qui je pourrais devenir. J'ai repensé à la femme que j'étais à 67 ans, assise au-dessus de sa laverie automatique, finançant un mariage auquel elle n'était pas invitée. Cette femme avait cru que l'amour exigeait l'invisibilité, que l'attention signifiait disparaître, que la plus haute forme de dévouement était l'effacement de soi. J'ai repensé à l'instant qui a tout changé, me retrouver devant ce château et entendre mon propre fils m'annoncer que je n'étais pas la bienvenue à son mariage. L'instant où j'ai compris que j'avais le choix, continuer à me faire petite ou choisir d'être importante. J'ai choisi d'être importante. Et en choisissant d'être importante, j'ai découvert quelque chose de révolutionnaire, je méritais d'être importante. Non pas à cause de ce que je pouvais donner, faire ou apporter, mais parce que j'étais moi.
Marie Dubois. 70 ans, ancienne propriétaire de laverie automatique, étudiante en art, jardinière amateur, célébrante de mariage, grand-mère, mère, amie. Une femme qui avait appris, peut-être plus tard que d'autres, mais pas trop tard pour compter, que le silence n'est pas d'or. Il est juste cher. Et j'en avais assez de payer ce prix. En me préparant à me coucher ce soir-là, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Cheveux gris, rides d'expression, mains qui racontaient l'histoire de décennies de travail honnête. Un visage qui avait connu la joie et la tristesse, la trahison et la rédemption, la perte et la découverte. J'ai souri à ce reflet, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu exactement ce que j'espérais voir. Une femme qui comptait. Une femme qui avait appris à s'aimer suffisamment pour exiger mieux. Une femme qui avait découvert que l'acte le plus radical était simplement de se montrer tel que l'on est et de refuser de s'excuser d'occuper une place dans le monde. Demain, de nouvelles aventures m'attendaient. Des cours d'art, des réunions de clubs de lecture, des visites à ma famille qui s'agrandissait, peut-être une autre croisière vers un lieu inconnu. Une vie construite non pas autour des besoins des autres, mais autour de ma propre joie, de ma propre curiosité, de mes propres rêves. Une vie où j'étais visible, valorisée et libre. À 70 ans, j'étais enfin prête à la vivre. 5 ans plus tard. Le vernissage de la galerie était petit mais élégant, dans un ancien entrepôt du quartier artistique d'Aix-en-Provence. 24 aquarelles étaient accrochées au mur blanc, chacune représentant le même olivier à différentes saisons, sous différentes lumières, sous différentes ambiances. L'affiche près de l'entrée indiquait « Saison de croissance, peinture de Marie Dubois ». Debout au fond de la salle, vêtue d'une robe couleur coucher de soleil méditerranéen, je regardais les gens examiner mon travail. Des inconnus, pour la plupart, attirés par la curiosité ou le vin offert. Mais parmi la foule, se trouvaient les visages qui comptaient le plus. Sophie et David, mariés depuis 3 ans et attendant leur premier enfant. Antoine et Charlotte, qui m'avaient donné 2 magnifiques petits-enfants et me rendaient visite tous les mois sans faute. Mes amis du club de lecture, fiers comme s'ils avaient peint les tableaux eux-mêmes. Même Jean-Claude, mon ancien conseiller financier, qui était venu de Lyon pour voir ce que j'avais fait de ma vie après ce coup de fil dramatique des années auparavant. « Excusez-moi » dit une voix derrière moi. Je me retournai et vis une jeune femme du même âge que Sophie, un verre de vin à la main, qui m'observait avec curiosité. « Êtes-vous l'artiste » ? « Je le suis. Ces peintures sont remarquables. Il y a quelque chose dans la façon dont vous avez capturé cet arbre, c'est comme si vous peigniez le temps lui-même. Depuis combien de temps peignez-vous ? J'ai réfléchi à la question. 5 ans. J'ai commencé à 68 ans. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu as commencé à 68 ans ? Moi oui. Il s'avère qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir ce qu'on aime. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ? J'ai regardé mes peintures d'olivier de l'autre côté de la pièce, le même arbre que j'étudiais depuis mon jardin depuis des années, apprenant à le voir non seulement comme un arbre, mais comme une métaphore de la résilience, de la croissance, de la beauté qui naît de la résistance aux tempêtes et du choix de fleurir. J'ai appris que j'avais passé la majeure partie de ma vie à me rendre invisible, ai-je dit. Et j'ai décidé que je voulais être vue. La jeune femme hocha la tête pensivement. Eh bien, tu es définitivement vue maintenant. Ces peintures, elles me donnent envie de recommencer. D'essayer quelque chose de nouveau. Alors tu devrais. Mais j'ai 28 ans. N'est-ce pas trop tard pour tout changer ? J'ai ri, me rappelant m'être posé des questions similaires à 67 ans. Ma chérie, 28 ans, ce n'est jamais trop tard. Mais 73 ans, ce n'est jamais trop tard non plus. Le seul moment où il est trop tard, c'est quand on cesse de croire qu'on mérite mieux. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les gens commençaient à s'éloigner, ma famille s'est rassemblée autour de moi. Antoine a soulevé son fils, Henri, 5 ans, pour qu'il puisse voir de près les peintures de sa grand-mère. « Grand-mère Marie, pourquoi as-tu peint le même arbre tant de fois » demanda Henri avec la franchise des enfants. Parce qu'à chaque fois que je le regardais, je voyais quelque chose de différent. Quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Comme quoi ? Comme sa force même quand le vent souffle. Comme sa croissance continue même très vieux. Comme sa beauté en toute saison, pas seulement lorsqu'il est couvert de fleurs. Henri réfléchit sérieusement. « Es-tu comme l'arbre, grand-mère » J'ai regardé ce petit garçon qui portait mon sang, l'amour de mon fils et la sagesse de sa mère, qui grandirait en sachant que sa grand-mère était une artiste, qu'elle s'était choisie, qu'elle comptait. Oui, mon petit. Je suis exactement comme l'arbre. Plus tard dans la soirée, après la fermeture de la galerie et un dîner dans mon restaurant préféré, j'ai traversé les rues tranquilles d'Aix-en-Provence en direction de chez moi. Ma maison, celle que j'avais choisie, celle de la vie que j'avais construite de mes propres mains. L'olivier de mon jardin était argenté au clair de lune, ses branches lourdes de fruits qui seraient bientôt prêts à être cueillis. Je me suis assis sur le banc en dessous, le même banc où j'avais pris tant de décisions ces 5 dernières années, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler les photos de la soirée, mes tableaux sur les murs de la galerie, ma famille réunie autour de moi,
mes amis levant leurs verres pour célébrer. Preuve d'une vie pleinement vécue, pleinement assumée, pleinement mienne. Mais la photo qui m'a fait le plus sourire était celle que Sophie avait prise à mon insu, moi expliquant l'un de mes tableaux à un inconnu, les mains animées, le visage rayonnant d'enthousiasme. Une femme bien dans sa peau, sûre de sa valeur, visible dans tous les domaines importants. J'ai pensé à la femme qui avait financé un mariage auquel elle n'était pas invitée, qui avait cru que l'amour exigeait l'invisibilité, qui avait passé des décennies à gagner l'affection qu'elle méritait déjà. Je n'étais plus en colère contre elle. Je n'avais même plus de pitié pour elle. Je lui étais reconnaissante, car son point de rupture était devenu ma percée. Son refus d'accepter l'invisibilité avait conduit à ce moment, à cette vie, à ce profond sentiment de retour à moi-même. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. Madame Dubois, j'étais à votre vernissage ce soir. Je suis la jeune femme qui m'a demandé de prendre un nouveau départ. Je voulais que vous sachiez que je quitte mon travail demain pour reprendre des études de photographie. Merci de m'avoir montré ce qu'est le courage. J'ai souri et j'ai répondu, le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il s'agit de décider que l'on vaut plus que sa peur. Félicitations pour vous être choisi. Alors que je me préparais à aller me coucher ce soir-là, j'ai croisé mon reflet dans le miroir une fois de plus. 73 ans maintenant, cheveux argentés et ris de rire, mains tachées d'aquarelle et de terre du jardin. Mais ce que j'ai vu le plus clairement, c'était la lumière dans mes yeux. L'éclat indéniable d'une personne qui connaît sa valeur, qui a pris sa place, qui a appris que l'acte le plus radical est simplement de refuser de disparaître. J'avais passé les 67 premières années de ma vie à apprendre à aimer les autres. J'avais passé les 6 dernières années à apprendre à m'aimer moi-même. Et en apprenant à m'aimer moi-même, j'avais découvert quelque chose d'extraordinaire. J'étais infiniment plus aimable quand j'arrêtais d'essayer de le mériter. Demain apporterait de nouvelles aventures, peut-être un autre tableau, peut-être une lettre d'un petit enfant, peut-être un livre qui changerait ma vision du monde. Une vie riche de possibilités, car j'ai enfin compris que je méritais toutes les possibilités qu'elle offrait. À 73 ans, j'étais exactement là où j'étais censée être, visible, valorisée et profondément, rayonnante de liberté. Et je n'avais jamais été aussi prête à voir la suite.